Allez, il est 32. Il est 32, on va commencer. Je voulais tous vous remercier pour votre présence. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça fait extrêmement plaisir pour ce nouveau café fiscal. Aujourd'hui consacré aux déclarations de revenus pour l'impôt sur le revenu. Donc, on a avec nous Emmanuel Lejeune et Nathalie Gory qui vont présenter les nouveautés en la matière. Je le redis tout de suite. Ah, j'ai un léger écho. C'est peut-être ça de Je, Nathalie. Ouais. je- je coupe ton son, Nathalie, parce que c'est ton son qui donne un écho là pour le moment. Merci. Il y aura bien un replay qui sera disponible. On vous l'enverra avec la newsletter ECF Connect. On vous enverra en même temps le support et on va mettre maintenant pour que vous les retrouviez facilement. On mettra les supports à venir de nos événements sur notre site internet ecf.fr. Donc, n'hésitez pas sinon, si vous avez des questions, à nous écrire sur l'adresse mail contact, on a tout, et je ferai remonter à Emmanuel et Nathalie pour vos questions. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon café fiscal et je passe la main, peut-être Emmanuel, pour introduire. Merci à tous. Merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. On va fêter les 1 an de notre café fiscal, puisque l'an passé, on avait attaqué par la déclaration de revenus. On avait fait un seul café fiscal, déclaration de revenus et IFI. Et là, on s'est dit, on va dissocier. Donc, on va traiter exclusivement de la déclaration de revenus. Et puis, l'IFI, ça sera, vous le verrez, le dernier slide, l'IFI, ça sera le 2 mai. Le 2 mai, jeudi 2 mai. Donc, je peux saluer Nathalie qui m'accompagne. C'est la première fois qu'on fait le duo ensemble. Et vous qui êtes habitués à nos webinaires du Café Fiscal, c'est moi qui vais parler quasiment le plus et Nathalie va pouvoir suivre les questions. Vous ne manquerez pas de poser dans le question-réponse ou dans le chat, je ne sais plus lequel fonctionne, euh, pour rebondir et n'hésitera pas à prendre la parole puisqu'on a échangé, qu'on a préparé le PowerPoint. On se demandait ce qu'on allait mettre dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés pour cette déclaration de revenus et puis on veut appuyer sur certains points et puis des anecdotes qu'on a eues pas plus tard qu'hier, quand une cliente m'a appelé pour me poser certaines questions, et finalement, les questions qu'elle m'a posées, vous aurez les slides de réponse dans le PowerPoint. Voilà, et donc on n'a pas, en 45 minutes, vous doutez bien qu'on ne peut pas traiter tous les points de la déclaration de revenus, puisqu'il y a X pages de déclaration, c'est toujours très technique. Et donc, on vous invite, n'ayez pas peur de la documentation, à lire vos documentations, à vous connecter sur vos sites de documentation. Et plus vous lirez, plus vous vous connecterez, plus vous serez confronté à des cas de figure différents et plus vous progresserez. Il n'y a pas de mystère. Et on vous rassure également pour avoir préparé le support, on s'est documenté, et on a repris la documentation, on est revenu au texte parce qu'on n'a pas la prétention, effectivement, de connaître par cœur tout ce qu'on va vous exposer. C'est tout bon? Tu veux parler un petit peu, Nathalie, quand même? Non? Ou tu as peur qu'il y ait un écho Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde, je suis là. Ok, Je lis allez, attentivement les questions et j'essaie d'y répondre. ok, ça marche. Allez, c'est parti. Il nous reste 40, un peu plus de 40 minutes. Alors, et bien sûr, je clique, ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà. Le sommaire, très classique pour ceux qui ont assisté à la première session l'an passé. On est reparti quasiment du même support, donc on va reparler des délais, du fameux fichier JSON qu'on retrouve sur le site internet. On s'est intéressé aux enfants. Alors on l'a mis au singulier, mais il aurait pu être mis au pluriel. À la location meublée, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a, dans la loi de finances 2024, il y avait eu des petits ajustements. On refait un focus sur les revenus capitaux mobiliers avec le prélèvement à la source et le barème progressif. On revient également sur les plus-values de cession d'actifs numériques parce que, mine de rien, ça peut arriver. Et pas plus tard qu'hier, j'avais un client retraité qui m'appelait et qui m'a fait part, et j'étais très heureux de savoir qu'il avait des actifs numériques et qu'il en avait vendus. Donc j'ai pu voir pour la première fois de ma vie le formulaire 2086 et ça allait être encore un grand moment de plaisir pour le renseigner.
On fera également un focus sur l'épargne retraite, puisque ça, c'était également hier. Hier, j'ai eu la joie de prendre au téléphone une cliente et qui a commencé à me parler de la retraite de son mari. Et ben, on va faire un focus dessus parce que, pareil, il y a des subtilités. Puis, on parlera également de la séquence frisson, la déclaration des comptes à l'étranger. Oh, il n'y a rien à payer, il y a juste à déclarer. Et si on oublie, c'est 1500 euros par compte oublié. Donc, je pense que ça peut être intéressant de s'intéresser à ça parce que, pareil, coup de bol, j'ai un client d'origine belge qui a été contrôlé et on a beau déclarer ses comptes à l'étranger, il en manquait quelques-uns et l'administration fiscale est bien informée des comptes qui sont détenus à l'étranger. Il y a de la communication entre les États. Et donc, à 1500 euros le compte, je pense qu'on peut les déclarer. Alors, les dates limites, là, je vous apprends rien, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a, vous les aurez dans le support. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'expert comptable, c'est notre délai spécifique, ou comme l'an passé, on a un délai spécifique qui expire le 6 juin à 23h59. Donc, j'espère que vous ne serez pas devant votre ordinateur le 6 juin à 23h59. Et quelle que soit la domiciliation du client, donc, ayez en tête, en tant qu'expert comptable, dès lors qu'on est en procédure EDI, on a jusqu'au 6 juin. Alors, l'EDI, qu'est-ce que c'est? L'EDI, c'est j'utilise un logiciel pour faire les déclarations de revenus et je vais appuyer sur le bouton et je vais télétransmettre un fichier, souvent via jedéclare.com. Et ça, c'est de l'EDI. Ce n'est pas de l'EFI. L'EFI, qu'est-ce que c'est? C'est je vais sur le site des impôts, sur impôts.gouv de notre client, et puis je vais renseigner effectivement les différentes cases. Donc, je ne peux que vous encourager, et j'ai aucune action chez les éditeurs de logiciels, à privilégier effectivement l'EDI. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez un délai effectivement qui est plus important. Première chose. Et seconde part, ça permet d'accélérer aussi le processus et d'éviter les erreurs de ressaisie. Mais voilà, donc nous, on a toujours fait de l'EDI, on s'est toujours refusé à aller sur le site impôt.gouv pour ressaisir les données des clients, parce qu'en allant sur le site impôt.gouv, bah, il y a des problématiques aussi de sécurité, de mots de passe et autres. Enfin voilà. Donc, si vous avez la joie d'avoir un logiciel qui permet de faire de l'EDI, bah, profitez effectivement de ce délai jusqu'au 6 juin, ça nous donne un petit peu de marge. Autre élément, on l'avait Alors, déjà. si je peux me permettre, Emmanuel, tu dis que ça nous donne un peu de marge. Ça nous donne un petit peu de marge, mais moi qui suis dans la Vienne et le 86, de toute façon, j'ai pas de délai supplémentaire. Et le 6 juin, je sais que je serai devant mon ordinateur en train de boucler des dernières déclarations, puisque vous le savez bien, on utilise tous les délais jusqu'au bout, du bout, du bout. Alors vous allez me dire, on est des privilégiés. Oui et non, parce que des fois, j'aimerais bien qu'on puisse finir avant. Mais effectivement, on n'a pas de délai. Avant, on en avait un qui était supplémentaire, même par rapport au dernier délai des derniers départements, ce qui n'est plus le cas. Voilà. Ou alors, vous, ce que vous pouvez faire, vous demandez à tous vos clients de déménager donc, dans les départements ou dans Lyon, voilà, 89, ou dans le territoire de Belfort, 90, voilà, allez, blague à part. Je vais vous parler, on en a déjà parlé l'an passé, du fichier JSON que vous retrouvez en fait dans l'espace que le client retrouve dans son espace impôt.gouv personnel, pas de celui de l'entreprise, l'impôt.gouv personnel. J'ai refait le test hier, je me suis connecté sur mon espace impôt.gouv et donc ça n'a pas changé depuis l'an passé. Quand vous arrivez sur la première page, vous descendez tout en bas. Et sur la gauche, vous allez trouver information, c'est la capture d'écran qu'on a faite. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, ça s'appelle déclaration par un tiers. Et quand vous faites un clic droit sur déclaration par un tiers, ça va vous sortir toutes les données informatiques de la déclaration de revenus. Et après, il suffit d'enregistrer le fichier. Ce fichier, après, il y a certains logiciels d'impôt sur le revenu sont capables de l'intégrer pour remonter toutes les données. Comme ça vous évite d'avoir à ressaisir les données. Donc, c'est un gain de temps, c'est de la fiabilisation.
Pour le client qui n'a pas forcément de déclaration papier, alors il reçoit encore des déclarations papier si vous avez toujours été si vous avez été en EDI. Nos dossiers, on les fait en EDI. Les clients nous apportent encore des déclarations papier alors qu'ils sont plus censés en recevoir. Alors que si vous les faites en EFI, ben, ils reçoivent plus de déclarations papier. Donc c'est aussi un avantage de faire de l'EDI. Mais l'avantage, c'est qu'on récupère les données, comme ça on évite d'avoir à les ressaisir. Donc à vous de voir ce que vos logiciels sont capables de faire, mais ça permet effectivement de gagner un petit peu de temps. Allez, on va rentrer désormais plus dans la matière. On s'est dit avec Nathalie, on va vous... Oui, Je rajoute un petit instant, on a déjà des questions sur les délais et on en a une en particulier sur les clients qui sont non résidents en France. Donc cette date-là, c'est le 23 mai et non le 6 juin. Quel délai comme dépôt par rapport.gouv, c'est les délais qu'on vous a indiqués et qui sont écrits effectivement sur le support que vient de vous décrire Emmanuel. Et pour les comptes à l'étranger, vous attendrez quelques diapositives. Effectivement, Emmanuel va vous répondre. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais et, sur les délais. Je pensais que c'était une bonne alors, idée, effectivement. je vais rebondir pour les non-résidents. OK, on a peut-être oublié de mettre les non-résidents, les délais normaux. Par contre, pour avoir, vous allez dire, j'ai beaucoup de clients étrangers, mais pourtant je suis à la campagne. J'ai des non-résidents belges, on fait en procédure EDI, et pour moi, non-résidents en EDI, on a jusqu'au 6 juin. Alors, je dis pour moi, j'ai pas vérifié, je parle ça de tête, mais j'ai jamais eu de problème, effectivement, pour mes clients non résidents qu'on envoyait avec les délais normaux EDI. Voilà, mais à vérifier. Mais si vous voulez jouer la sécurité, vous envoyez en EDI au plus tard le 23, et puis comme ça, il y a pas de souci. Donc, on va s'intéresser aux enfants. Pourquoi? Parce que ben, je vais vous raconter l'anecdote, hein, c'est vraiment ce qui est arrivé hier avec ma fameuse cliente qui m'a parlé des pensions de retraite de son mari. Et elle m'appelle et elle commence à me poser des questions sur la déclaration de revenus. Bien sûr, une cliente pour qui je ne fais pas la déclaration de revenus, mais que je m'occupe de la SCI. Enfin voilà. Enfin, on a tous les mêmes problématiques. Donc elle me dit, bah, je comprends pas, mon fils, il est plus sur ma déclaration de revenus, il n'apparaît pas sur la déclaration de revenus. Et oui, puisque vous le savez aussi bien que nous, les enfants, on peut les rattacher jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire à moins de 21 ans, et on regarde ça au 1er janvier de l'année. Ça, à chaque fois, je suis toujours obligé de vérifier parce que je ne sais jamais si on regarde au 1er janvier de l'année ou au 31 décembre, parce qu'il y a des trucs qu'on regarde au 31 décembre, d'autres au 1er janvier. Donc, on regarde si l'enfant a moins de 21 ans au 1er janvier 2023, qu'il soit étudiant ou pas, et on peut également rattacher s'il a moins de 25 ans au 1er janvier 2023, sous réserve qu'il soit étudiant. Voilà, donc ça, vous connaissez effectivement la chose. Chose que vous ne connaissez pas forcément, ou alors on a en tête des données qui ne sont pas forcément exactes, c'est que le rattachement fonctionne année par année. C'est-à-dire que votre enfant qui poursuit ses études, qui avait moins de 25 ans au 1er janvier 2023, mais qui a été détaché en 2022 pour X raisons, vous pouvez très bien le rattacher en 2023. C'est pas parce qu'il a été détaché une année qu'il est détaché ad vitam aeternam. Donc ça, on regarde effectivement année par année. Ça vous fait penser pour les BNC avec les frais de véhicule, frais réels ou barème kilométrique. C'est une option effectivement que l'on fait au 1er janvier de l'année. La nouveauté, c'est pour ça que c'est mis en gras. Oui. Petite précision aussi, généralement, on prend toujours la situation la plus intéressante, qu'elle soit au 1er janvier ou au 31 décembre. Ce qui veut dire que là, on a l'impression qu'on regarde systématiquement au 1er janvier. Et pour certains types de revenus, en particulier des gens qui ont des revenus très très élevés, il peut être effectivement plus intéressant de ne pas rattacher l'enfant. Il faut faire effectivement les calculs. Et j'ai eu le cas une fois d'une femme médecin d'un couple médecin qui avait des très gros revenus. Et quand les enfants ont commencé à être effectivement en études, j'avais dit, moi, je les rattacherai plus. On avait fait des calculs. Elle va voir les impôts m'ont littéralement dézingué. Donc la garde était un petit peu intriguée. Qui après, il me rappelé 2 jours après en disant, ah, ben c'est vrai, vous aviez raison, votre expert comptable, elle avait raison. Donc ça vaut quand même le coup de faire des calculs. Alors je parle bien pour des gros revenus. Les revenus de nos clients, artisans, etc., généralement, ça pose même difficulté. Mais il faut vraiment faire le calcul parce qu'on peut avoir des surprises. Tout à fait. Et donc, la nouveauté de l'année, c'est pour éviter effectivement des problématiques de taxes d'habitation, c'est que
Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, puisqu'on peut très bien être dans le même foyer fiscal mais avec deux adresses différentes, il faudra effectivement mettre l'adresse de l'enfant pour pas qu'il ne paye une taxe d'habitation. Voilà, donc ça, c'est des nouveautés. Ça va être des contrôles. J'ai testé sur notre logiciel d'impôt sur le revenu. C'est des contrôles bloquants. Donc, vous pouvez dès à présent, effectivement, avoir le réflexe. Quand vous avez des rattachements d'enfants, il faudra demander aux parents, effectivement, l'adresse pour pouvoir, effectivement, porter la bonne adresse. Sinon, vous ne pourrez pas générer votre fichier EDI. Et je pense qu'en EFI, j'ai pas fait le test. Même combat, vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas boucler votre déclaration en mode EFI. Petit rappel également, parce que ça revenait. Donc, je vous fais la petite histoire avec ma cliente, parce que c'est vraiment, c'est vraiment le sketch par rapport à aujourd'hui. Donc, son enfant était pas rattaché, et elle me dit, ah bah il travaille pendant l'année, donc j'ai mis ses revenus. Et c'est là que tout de suite je lui ai dit que nenni, ses revenus en tant que salarié vont être exonérés. Mais je ne pensais pas qu'il avait gagné 12 000 euros sur l'année. Et donc ça, on est au dernier point du slide, c'est-à-dire que les salaires, et ça date de l'époque président Sarkozy, les salaires perçus par l'étudiant durant l'année scolaire, les congés scolaires, sont exonérés sur option. Donc ça, c'est pas obligatoire. On peut avoir intérêt parfois à mettre les salaires. Les salaires sont exonérés sur option dans la limite de 3 SMIC mensuels. Donc ça représente 5 204 euros cette année. Et donc effectivement, par rapport à son enfant, je m'attendais pas à avoir 12 000 euros effectivement de salaire. Et ce qui explique aussi pourquoi elle m'a dit, mais je comprends pas que j'ai 8 000 euros d'impôt sur le revenu à payer et vous aurez la suite de l'histoire dans l'épargne salariale. Petite exception, si on a un élève qui a un statut d'agent public, c'est-à-dire hôpital, au niveau de, je sais plus si c'est l'école des greffes ou autre, mais ça à recreuser, les salaires sont pas exonérés. Mais si on est, on va dire, dans le privé pour faire simple, les salaires sont exonérés dans la limite de 5 204 euros. Petit rappel également, ça arrive qu'on ait des enfants apprentis. Là, c'est pareil, les salaires sont exonérés dans la limite d'un SMIC non proratisé, parce qu'on peut avoir le cas de figure, ben, l'enfant commence l'apprentissage au mois de septembre, donc il n'y a pas à proratiser la limite. Ça serait, alors je vais utiliser le conditionnel 20 511. Pourquoi? Parce que dans la doc très connue que j'ai utilisée, il mettait 20 511. Dans le dernier SIC, il mettait 20 800 et quelques euros. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller regarder la notice de la 2042. Quand je suis allé sur le site des impôts, la notice de la 2042 pour les revenus de 2023, c'était celle des revenus de 2022. Donc, je n'ai pas creusé plus, mais de toute façon, le calcul sera fait, ou alors il faudra avoir un apprenti qui dépasse effectivement le seuil. Donc, quand il y aura la bonne notice, ça sera bien, mais enfin bon, ça ne change pas. Petite remarque également, parce que ça, c'est un grand classique comme peau de banane. En matière de réduction d'impôts enfants qui sont au collège, lycée, études supérieures, dès lors que l'enfant est rémunéré pour ses études, ça n'ouvre pas droit à la réduction d'impôts. Donc, si vous avez un apprenti, l'apprenti, ben, il n'y aura pas de réduction effectivement d'impôts collège ou enfin lycée ou études supérieures. Et le seuil, pareil, de 20 511 ou 20 800 et quelques euros, c'est la même chose pour les stagiaires. Donc ça, c'est des questions qui reviennent habituellement. On voit souvent les salaires des apprentis et avec la DSN, ça remonte automatiquement dans la déclaration de revenus. Donc, il ne faut pas oublier effectivement de faire les retraitements qui vont bien, que ce soit pour les apprentis ou les salariés, les enfants salariés dans le privé pendant leur année scolaire. Alors, là, on a rattaché l'enfant. Maintenant, ben, on va le détacher. Et donc, je vais rebondir sur ce que indiquait Nathalie avec son couple de médecins, où effectivement, il était potentiellement plus intéressant de détacher l'enfant. Pourquoi? Parce que ben, il pouvait être intéressant de perdre une demi-part, puisque vous savez qu'il y a le système des parts, pour finalement détacher l'enfant, et parce que les parents étaient peut-être à 45% de tranche marginale d'imposition, déduire ce qu'on appelle une pension alimentaire. Donc, je vais rappeler la base, parce on pense au fiscal, mais quand même, en France, on a quand même le code civil. La possibilité de déduire une pension alimentaire, ça vient du code civil, parce qu'il y a une obligation effectivement réciproque. Alors, ça marche pour les ascendants et les descendants, hein. Voilà, et donc, il n'y a pas que les parents qui payent pour les enfants, ça peut être les enfants qui payent pour les parents. Et donc, effectivement, pour pouvoir déduire ces sommes, il faut que
la personne qui reçoit, donc l'enfant, on est dans ce cas de figure, soit dans le besoin, et que la personne effectivement qui donne, donc les parents, tiens, j'ai oublié une parenthèse, soit en mesure de verser les sommes. Bon, s'ils versent, c'est qu'en principe, ils sont en mesure, mais après, on peut aussi s'organiser pour effectivement payer moins d'impôts. Et donc, vous allez sûrement poser la question, c'est quoi être dans le besoin? Alors, la problématique dans le besoin, c'est pas la même chose. Le coût de la vie n'est pas le même à Châtillon-sur-Seine, en zone de revitalisation rurale en Haute-Côte d'Or, que à Paris, dans le premier ou le 16e arrondissement. Et donc après, c'est effectivement une histoire de jurisprudence. Donc là, je vous invite à lire la documentation, à lire la jurisprudence. Mais à ma connaissance, moi, dans tous les contrôles fiscaux, le peu de contrôles fiscaux qu'on a eu sur les déclarations de revenus, il n'y a jamais eu de débat dans mes dossiers quant à savoir si l'enfant était dans le besoin ou pas. Par contre, le débat qu'on a eu pour mon fameux client belge, ça c'était il y a une dizaine d'années, c'est qu'il faut être capable d'apporter donc la preuve que l'enfant est dans le besoin. Donc ça, c'est pas forcément le plus compliqué dans nos dossiers classiquement, mais il faut apporter la preuve du versement effectif de la pension. Et quand on verse en espèces, bah, c'est plus difficile d'apporter la preuve que quand il y a un virement automatique qui est réalisé tous les mois sur le compte bancaire de l'enfant ou s'il y a des chèques. Enfin voilà. Donc effectivement, pensez à dire à vos clients qui se ménagent la preuve effectivement des versements. Parce que je vous rappelle que dans la mission, enfin nos lettres de mission qui sont les modèles de l'ordre des experts comptables, on fait les déclarations de revenus avec les seuls éléments que les clients nous donnent. Alors après, on essaye d'avoir quand même un esprit critique. Mais quand le client il me dit, moi j'ai versé 4 000 euros à mon gamin sur l'année, j'ai le bout de papier, il a versé 4 000 euros, voilà, mais je ne vais pas les vérifier sur le compte bancaire si les 4 000 euros ont été réellement versés. Donc voilà, donc il faut se ménager cette preuve. Autre élément aussi, parce que j'ai eu ce cas de figure où j'avais des parents qui aidaient leurs enfants qui étaient au chômage et qui avaient très peu de moyens. Donc, pour verser une pension alimentaire, il n'y a pas de limite d'âge. La problématique, c'est est-ce que effectivement les enfants sont dans le besoin. Donc voilà, donc c'est totalement dissocié de l'histoire 21-25 ans pour rattacher les enfants. Donc, il y a un maximum déductible. C'est 6 000 dans les cas, et on verra le prochain slide, d'autres cas de figure. Cas classique, 6 674 euros par enfant qui est au prorata temporis. Je pense à ça typiquement bah, pour les enfants qui commencent à être étudiants. Ils étaient au lycée jusqu'au mois de juin et puis après ils passent étudiants au mois de septembre. Donc, si c'est plus intéressant de détacher, ben, on aura une problématique de prorata de septembre au mois de décembre. Et donc, les 6 674 pour les atteindre, ça, il faut pouvoir justifier. On a également la possibilité de déduire jusqu'à 3 968 euros au titre des dépenses de nourriture et d'hébergement pour l'enfant vivant sous le toit du contribuable. Donc, j'ai mon enfant qui a 20 ans, il vit toujours chez moi, je décide de le détacher. Et donc, comme il vit chez moi et que je le nourris, je peux déduire 3 968 euros. Et on pourra éventuellement ajouter des sommes, par exemple, pour les études, on paye l'inscription à la fac ou ce genre de choses, on pourra ajouter pour atteindre les 6 674, mais dès lors qu'on est sur ce qu'on va appeler un avantage en nature, on n'a pas besoin de justifier, on a jusqu'à 3 968 euros pour une année complète. Alors, on peut avoir le cas de figure, vous allez dire, j'ai eu tous les cas de figure de la Terre, mais c'est comme ça qu'on progresse, hein. On peut avoir, et je l'ai pas mis dans les enfants rattachés, je vais faire juste une petite aparté. J'ai eu un client médecin, enfin il est toujours client médecin qui a rattaché sa fille étudiante, mais étudiante qui a eu un enfant. Alors qu'elle avait 20 ou 21 ans. Et donc, dans ce cas de figure, quand l'enfant est rattaché avec un enfant à charge, on n'est plus de tête avec la demi-part supplémentaire, mais on a un abattement, je crois, actuellement 13 et quelques mille euros. Donc, on peut aussi avoir ce cas de figure. Donc là, pareil, il ne faut pas se tromper dans les cas qu'on va renseigner. Donc, je reviens sur l'enfant qui est détaché, qui est marié ou pacsé. Donc, on peut effectivement l'aider s'il est dans le besoin. Donc, les seuils 6 674. Et si jamais seul le contribuable aide
le couple et pas les parents de chaque côté, bah, on peut pousser jusqu'à 13 348 euros. On a l'enfant donc majeur chargé de famille, c'est le cas de figure que j'avais, mais là à l'époque on avait rattaché la fille du client. Où même combat, on peut déduire et on peut doubler si jamais comment le contribuable est seul à participer à l'entretien effectivement de son enfant et de ses petits-enfants. Et donc ça, on était du côté déduction. Du côté imposition, pour l'enfant qui est détaché, la pension qu'il reçoit va être imposable dans la limite de déductibilité du ou des parents. Donc je m'explique, on va garder cette limite à 6 600. Les parents versent 12 000 ou 15 000 euros pour X raisons, on s'en fiche. L'enfant est dans le besoin, bah, il fait ses études à Paris, en école de commerce, enfin, peu importe. Donc, les parents vont déduire qu'à hauteur de 6 674 euros. Et de l'autre côté, l'enfant ne va pas déclarer 15 000 euros, mais déclarera 6 674 euros. Il y a une symétrie à ce niveau-là. Et donc, comme l'a indiqué Nathalie, pour savoir si on rattache ou on détache, c'est des simulations effectivement qu'il faut faire. Et là où ça devient en principe intéressant de détacher, c'est quand vous êtes sur les tranches marginales d'imposition les plus importantes, parce que quand vous amusez effectivement à faire le calcul, vous apercevez que c'est surtout sur les plus hauts revenus que ça devient intéressant effectivement de détacher. Alors, la location meublée. Donc, on a fait un focus en 2 slides sur toutes les nouveautés, mais aussi ce qui existe déjà. Celle-ci n'est pas forcément connue. Ça peut arriver qu'un contribuable loue ou sous-loue une partie de sa résidence principale. Et cette résidence principale, cette location constitue la résidence principale du locataire ou sa résidence temporaire pour un saisonnier, eh ben, cette location, elle est exonérée si le loyer annuel ne dépasse pas un certain prix au mètre carré, donc 199 euros du mètre carré en Île-de-France et 147 euros dans les autres régions. Donc ça, on peut avoir ce cas de figure parce que moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais une copine, elle vivait chez l'habitante et elle avait une chambre, tout ça, et donc on était exactement dans ce cas de figure. On a également un autre cas de figure, c'est donc location sous location d'une partie de sa résidence principale en chambre d'hôte, donc exonération si le loyer est inférieur ou égal à 760 euros par an. Donc ça, on est sur du ponctuel, et ça, par exemple, avec les JO, ça peut éventuellement rentrer en ligne de compte, si jamais on ne dépasse pas les 760 euros par an. Maintenant, on va arriver sur l'innovation. Donc, meublé de tourisme classé chambre et chambre d'hôte. Donc, on vous a mis le lien pour savoir comment on fait pour classer un meublé enfin, pour être classé en meublé de tourisme. Donc, la nouveauté, et ça vous a pas échappé, c'est que effectivement les règles ont changé et je reviendrai après. Enfin, les règles ont changé. Hop. Donc, on est en micro BIC avec un abattement de 71% si on ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires qui est assez élevé quand même, 189 000 euros. Ça, c'est le régime de base. Et la nouveauté, c'est que vous avez 21% d'abattement supplémentaire si donc on est en location de meublé de tourisme classé ou chambre d'hôte et que on n'a pas dépassé 15 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Parce que dans le texte, alors peut-être qu'il y a une coquille dans le texte, mais c'est ainsi rédigé, on regarde, alors que c'est 2023, on regarde 2022. Et donc, notre meublé de tourisme, il est classé en zone B2 ou C. Donc, pareil, vous avez le lien, vous allez trouver les zones A, B2, C. Ça vous rappelle des choses en matière de, je ne sais plus si c'est Pinel, Cellier, machin. Enfin, où vous aviez des seuils effectivement de loyer. Et donc, en fait, c'est le texte qui indique quelles sont les communes classées en zone A, quelles sont en B2 ou en C. Donc, il faut être effectivement attentif à ça. Alors, je pense que le propriétaire aura été attentif. Mais bah, quand vous avez 92% d'abattement, c'est quand même pas inintéressant. Et donc, ce que je vais faire, je vais passer un slide. Et donc, sur la 2042 de 2023, vous avez effectivement des nouvelles cases qui existent pour location de meublé de tourisme classé situé en zone B2 ou C. Voilà, donc les cases existent.
je vais revenir en arrière. Et donc, et la grosse nouveauté de la loi de finances, et puis après, il y a eu un BOI du 14 février de la Saint-Valentin qui a changé un petit peu les choses, c'est pour les meublés de tourisme non classés. Donc, mon meublé n'est pas classé. Désormais, on se rapproche des revenus fonciers avec le micro-foncier, c'est-à-dire que je suis en micro-BIC, donc avec un abattement désormais de 30% et plus de 50%, si mon chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 15 000 euros. La problématique, c'est quand ils ont sorti le texte, on se retrouvait donc au mois de janvier, et donc on a potentiellement beaucoup de clients qui ont des recettes supérieures à 15 000 euros en 2023. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de se faire une comptabilité location meublée non professionnelle au réel, et donc reconstituer tout a posteriori en pleine période fiscale. Alors, on n'est pas contre les honoraires supplémentaires, mais peut-être que ça aurait un petit peu bouchonné, effectivement, pour pouvoir sortir les comptes en temps et en heure. Et c'est pour ça que le BOI, et c'est uniquement pour 2003 pour le moment, j'ai rien vu d'autre, à moins que vous ayez vu quelque chose, ce qui voudrait dire que pour 2024, dès lors qu'on dépasse 15 000 euros, on serait au réel, mais là, ça nous laisse plus le temps de s'organiser avec les clients. Donc pour 2023, on reste au micro si le chiffre d'affaires réalisé en 2022 et 2023 est compris entre 15 000 et 77 700 euros. Donc ça, c'est un copier-coller du BOI. Donc normalement, la majorité des cas de figure. Et si vous regardez effectivement la 2042, vous apercevez que désormais, donc on a parlé des meublés de tourisme B2C, vous avez donc le cas général avec les 50% d'abattement, et donc notamment les dossiers qui devaient, enfin les dossiers qui devaient basculer effectivement au réel, et vous avez la location de chambre d'hôte et meublés de tourisme classés avec 71. Donc case 5ND, 50% d'abattement, 5NG 71, 5QS 92% d'abattement. Donc, soyez attentifs. Et les autres cas, parce que là, on parlait des meublés, mais les autres locations meublées, ça peut arriver, longue durée, hein, des étudiants, souvent on a ça dans les villes étudiantes, on est dans le régime abattement de 50%. Voilà, donc pour ces deux cas de figure, on est dans la case 5ND, c'est ce qu'on a mis. Donc, attention et prévoyez pour vos clients qui dépassent les meublés de tourisme qui dépassent les 15 000 euros, vous pouvez déjà leur communiquer le fait qu'ils doivent passer au réel et puis ils pourront avec joie signer une belle lettre de mission pour qu'on puisse faire leur comptabilité. Je regarde, j'avais peur de ne pas tenir, mais il nous reste plus que 10 minutes, donc je vais accélérer le mouvement. Alors ça, c'est la même chose qu'on avait vu l'an passé. Option des revenus de capitaux mobiliers au barème progressif. Par définition, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis au PFU. Donc 12,8 plus 17,2. Et donc, revenus de capitaux mobiliers, mais vous avez le contribuable a la possibilité d'opter pour effectivement soumettre au barème progressif ces revenus de capitaux mobiliers. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour des clients qui ont peu de revenus, qui sont en tranche marginale à 0 ou à 11% max. Et donc, effectivement, on voit bien que 11%, bah, c'est moins élevé que 12,8 et que 0, c'est moins élevé que 12,8. Donc là, pareil, il y a des simulations effectivement à faire, sachant que l'option, elle est globale et irrévocable et elle couvre également les gains sur les plus-values de cession. Donc, ce n'est pas forcément que les dividendes, les intérêts, il y a aussi les plus-values. Donc ça, c'est des choses à vérifier bah, quand vous faites la déclaration de revenus. En EFI, il y a un message qui vous indique si l'option est plus favorable, l'option donc pour le barème progressif est plus favorable. Avec vos logiciels d'impôt sur le revenu, en principe, ils sont capables également de faire. Donc tout ça, bah, c'est à étudier parce que je vous rappelle que pour les plus-values, bah, il y a des histoires d'abattement, avec l'histoire des pigeons en 2012, avec François Hollande, bah, il y a l'histoire des abattements qui existent. Donc ça, c'est à regarder, c'est une peau de banane à faire effectivement attention. Donc, les actifs numériques, donc ça, pas plus tard qu'hier après-midi, mon client m'a fait le plaisir en me disant, bah, j'ai des actifs numériques, il les a vendus, il a récupéré de l'argent, et donc là, il y a une déclaration 2086 qui ressemble sensiblement aux déclarations 2074 si on calcule les plus-values sur des titres non cotés. Et derrière, effectivement, on se retrouve même combat avec du PFU, 12,8 plus 17,2. Et ça, c'est la nouveauté pour cette année. Il y a la possibilité d'opter pour le barème progressif.
Et on se retrouve encore avec une option globale et irrévocable. Et cette option est indépendante de celle pour les revenus de capitaux mobiliers. C'est-à-dire que vous gérez vos revenus de capitaux mobiliers comme vous l'entendez, vous gérez vos plus-values sur cession d'actifs numériques comme vous l'entendez. C'est-à-dire que pour les deux, vous pouvez opter, pour les deux, vous pourrez rester au PFU, et puis vous pouvez faire les deux autres cas de figure, un au PFU, le taux barème progressif, et inversement. Voilà. Par contre, pour avoir regardé rapidement la déclaration, la difficulté qu'on va avoir, c'est de retrouver le prix d'acquisition des actifs numériques. Surtout parce que ils achètent. Mon client m'a dit, bah oui, j'ai acheté à coût de 20 euros, j'ai mis 150 euros. Enfin voilà, ça a été un peu disséminé. Enfin voilà, donc ça, bah, je pense qu'il faudra faire des règles de 3, tout ça, enfin pour solutionner, parce que ça risque d'être compliqué, parce que les relevés manifestement des teneurs de compte, et ces comptes-là sont à déclarer dans le cadre des fameux comptes à 1500 euros, bah, c'est pas aussi bien tenu que dans les banques françaises pour les titres de société. Donc bon, à voir. Une chose est sûre, si le montant des cessions est inférieur ou égal à 305 euros, exonération, donc il n'y a pas de 2086 à faire. En cas de moins-value, elles sont non reportables et imputables uniquement sur les plus-values de cession d'actifs numériques. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé. Et puis, lorsqu'il y a des échanges sans soulte d'actifs numériques, c'est un sursis d'imposition. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir quand les clients vont vous indiquer effectivement qu'ils ont des actifs numériques, qu'ils ont cédé des actifs numériques. L'épargne retraite. Donc, on vous a mis l'extrait de la 2042K de 2022 parce que sur le site des impôts, à hier, il n'y avait toujours pas, et même à midi, il n'y avait toujours pas de 2042K 2023. Mais par contre, quand on regarde dans les documentations, puisque les éditeurs ont eu de la doc, on est exactement sur les mêmes cases, elles sont présentées différemment, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de vous parler un peu de toutes les cases et des pots de banane que l'on a parce que c'est assez complexe, sachant que pour les clients qui ont souscrit à des PER, les montants qui ont été versés aux organismes, en principe, le montant va apparaître en totalité sur les cas 6NS, 6NT, voire 6NU pour les enfants. Cependant, au niveau du PER, puisque vous avez des clients TNS en principe dans vos dossiers, vous savez que les versements sur PER sont déductibles dans le cadre de la loi Madelin, article 154, pardon, bis, donc ça c'est en loi Madelin, mais sont également déductibles en réduction Fillon avec l'article 163 quater viciès et donc sont déductibles sur la déclaration de revenus. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas déduire deux fois. C'est-à-dire que vous avez déduit en Madelin, et puis vous ne faites pas attention. Vous avez déduit les 5 000 euros dans l'entreprise individuelle, et vous déduisez les 5 000 euros en Fillon. Alors après, ça peut passer, mais il y a quand même un risque. Dans le cadre du disponible Fillon pour déduire donc en Fillon 163 quater viciès, il y a des cases 6 QS notamment à renseigner. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple. Lorsque le chef d'entreprise ou le salarié bénéficie d'un abondement sur un Perco, Péréco, Percol, enfin peu importe le terme, l'abondement sur un dispositif d'épargne salariale où l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, le montant de cet abondement vient en déduction du disponible Fillon, tout comme certaines sommes qui dépassent 15%, enfin 15% du revenu en matière TNS. Alors il y a des logiciels qui vous sortent de façon très très exacte les montants, mais il y a les cases, potentiellement, s'il y a de l'abondement PERCO, PERECO, bah, il y a la case 6QS, 6QT qui est à renseigner. Et souvent, c'est raté, ce qui fait que le disponible de déduction PER Fillon bah, sur la déclaration de revenus, il est erroné. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous raconter, hein. Les cas 6 NS, en principe, sont portés à l'intégralité des sommes. Et je vous rappelle l'article 163 quater viciès qui indique que les sommes qui n'ont pas été déduites dans le cadre de la Madelin, c'est ce qui a été mis en grâce, sont déductibles en 163 quater viciès, donc réduction Fillon. Et donc, j'en arrive au clou du spectacle.
à mon histoire avec ma cliente qui m'appelle en me disant, je comprends pas, mon mari en 2023, il avait une petite pension de retraite qui touchait au trimestre et là il l'a touché de façon globale, il a touché 22 000 euros. Il a touché 22 000 euros d'un coup et c'est arrivé donc en pension de retraite en case, il manque un E, un AS ou un BS, voilà, en fonction qu'on soit déclarant 1, déclarant 2. Et donc, ce qui explique pourquoi elle avait 8 000 euros d'impôt à payer, parce qu'elle avait 22 000 euros de pension qui sont tombés d'un coup, parce que l'organisme de retraite a versé la valeur du capital de la rente qu'il aurait touché toute sa vie durant en une seule fois. Et donc pourquoi l'organisme a versé en une seule fois? Parce qu'il y a l'article A160-2 du Code des assurances qui dit que si, je vous l'ai fait en version courte, vous irez sur Légifrance, si les arréages mensuels sont inférieurs ou égaux à 110 euros par mois, si c'est au trimestre, on multiplie par 3, ça fait 330. L'assureur peut demander à son client est-ce qu'il souhaite toucher sous forme de capital. Et donc là, ce que m'a pas dit la cliente, c'est que le mari, on a dû lui poser la question, il a dit bah oui, je vais toucher sous forme de capital. Et donc ça, on va le voir de plus en plus parce qu'avant, les seuils étaient moins élevés. Ils étaient à 40 euros et maintenant, on est passé à 100 et puis 110. Et donc, au niveau, effectivement, donc vous voyez bien le truc, ça arrive avec 22 000 euros de revenus bah, à soumettre au barème progressif. S'il y a d'autres revenus à côté, ils sont en tranche marginale à 30%, ça fait tout de suite flamber l'impôt sur le revenu. Donc, elle me parle de ça, je n'avais pas regardé la dose, je lui dis, bon, moi, ça me paraît être un revenu exceptionnel. Et donc, effectivement, ces 22 000 euros pourraient très bien être déclarés en revenu exceptionnel, et auquel cas, il faut les enlever de la case 1AS ou 1BS, les mettre en revenu exceptionnel sur la case 0xx, indiquer la nature. Derrière, il y a le système du quotient qui rentre en jeu. Mais il y a également, et ça je ne le savais pas au moment où j'ai eu la cliente, d'où l'intérêt de regarder la doc et puis de préparer les webinaires, c'est que on peut porter ces 22 000 euros en case 1AT ou 1BT. Elle s'appelle pension de retraite en capital taxable à 7,5%. Et en plus, il y a un abattement de 10%. Donc, vous voyez, bah, ça réduit encore l'imposition. Et à mon avis, c'est plus intéressant que le revenu exceptionnel. Mais pareil, faut faire des calculs. Donc, la case existe. Et donc, faites attention parce que vous pouvez avoir des versements de capital de PERP. Parce que quand vous aviez un PERP, il y avait une fraction de 20% max qui était qu'on pouvait verser en capital. Vous avez cette notion de rente de faible montant et donc ça, c'est l'assureur qui va contacter le client pour savoir est-ce que tu es d'accord pour que je te verse un capital et pas une rente, ou le cas de déblocage anticipé, donc pour le PERP, pour l'acquisition de la première résidence principale. Bon, du préfonds, on n'en voit pas souvent. Et donc, on peut avoir le cas de figure pour les contrats Madelin qui sont en rente, mais si on est sur une rente de faible montant, on peut se retrouver avec du capital et on l'a aussi en article 83. Donc, faites attention à ça parce que ça peut faire grimper effectivement la sanction fiscale avec des montants assez coquet. Donc, vous pouvez remercier ma cliente parce que sinon, on ne vous aurait jamais parlé de ça aujourd'hui. Et on arrive quasiment dans le timing euh, la déclaration des comptes à l'étranger. Donc ça, c'est pas nouveau, ça fait au moins 15 ans, si c'est pas plus que ça existe, mais peut-être que vous le découvrez. Donc, on peut avoir effectivement des comptes à l'étranger, des assurances vie à l'étranger. Et je vais vous donner des cas de figure simples, hein. On va avoir, je suis d'origine portugaise par exemple. Je suis né en France. Voilà, je vais l'été au Portugal. Et puis ma grand-mère, quand je suis né, elle m'a ouvert un compte bancaire. Puis elle a mis de l'argent régulièrement. Et puis je savais pas que j'avais un compte qui était à mon nom. J'ai fait mes études à l'étranger où j'ai vécu une année à l'étranger, Italie, Angleterre, où vous voulez, peu importe. Et puis, bah, pour simplifier votre vie, bah, vous aviez ouvert un compte et puis maintenant, bah, le compte est toujours ouvert avec 20 balles dessus. Mais le compte, il est ouvert. Vous avez le cas de figure et c'est ce qui est arrivé à mon client belge, bah, il a hérité de son père est décédé, et puis bah, il restait un compte qui était au nom de son père, bah, dont il a hérité, pareil, avec 50 balles dessus. Voilà, vous avez aussi tout ce qui est les néobanques, par exemple Revolut. Alors peut-être que désormais ils ont un IBAN en France, mais de tête c'était en Lituanie où il y avait du N24 ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas en tête toutes ces néobanques où les comptes étaient en Allemagne ou un compte en Irlande. Tiens, moi j'ai un client
qui fait des placements via sa société civile, mais c'est la même règle. Il utilise un site internet d'un broker, enfin spécialisé pour faire comme s'il était, il faisait du trading professionnel, et c'est domicilié en Irlande. Donc, comme c'est au travers d'une société civile avec l'alias fiscale, on a envoyé, enfin, on lui a fait signer le formulaire 3916 pour qu'il dépose aux impôts, parce que quand on est en société civile et qu'on a un compte à l'étranger, il faut le déclarer. Quand on est en société commerciale, on n'a pas ce genre de problème. Donc tout ça pour dire que qu'il y ait de l'argent dessus, pas de mouvement, on s'en fiche. C'est s'il y a un compte qui existe, un compte bancaire, contrat de capitalisation, d'assurance vie, les comptes d'actifs numériques qui sont ouverts, détenus, utilisés, sur lesquels on a procuration. Enfin, et c'était en 2023, et ça concerne les membres du foyer fiscal. Donc ça peut être les parents, mais ça peut être aussi les enfants. Il faut déclarer ses comptes, ça coûte rien. Il y a le formulaire, parce que la sanction, elle fait mal, c'est 1500 euros par compte non déclaré. Et donc, pour notre client belge, ça lui est arrivé. Donc, il a eu sa vérification de sa déclaration de revenus. Donc, après, heureusement, on avait quasiment tous les comptes. Après, il a pu apporter la preuve. Bah, attendez, c'est le compte de mon père, tout ça. Enfin, voilà, qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de souci, et il a échappé aux 1500 euros. Et ça peut faire effectivement assez mal, d'autant plus quand on contrôle 3 années de suite. Voilà, Nathalie, y a-t-il des questions, puisque je suis pile poil dans le timing? En réalité, il y en a beaucoup des questions, mais je les ai toutes notées, je les ai toutes notées à côté. Et ce qu'on pourra faire, c'est peut-être, là, en prendre une partie. Je vais laisser Nathalie voir celles qui pourraient intéresser le plus de monde possible. Mais sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est de rajouter des slides comme on l'avait déjà fait précédemment, rajouter un slide de réponse aux questions qui sont le plus revenues. Je peux les Tiens, transférer. si, bah, il y a des questions. Tiens, j'ai la réponse. J'ai un client allemand non résident français qui a des déficits de LMNP. Doit-on établir une déclaration de revenus, ces déficits? J'ai exactement ce cas de figure avec un Belge, oui. Alors, de toute façon, oui, alors effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Il y a un certain nombre auxquelles j'ai répondu par écrit au fur et à mesure. J'ai répondu. Donc, il en reste quelques-unes. Il y a des choses qui ont été répondues au fur et à mesure de l'exposé d'Emmanuel, donc je n'ai pas repris. Le support sera-t-il transmis, tout ça, ça avait déjà été dit. Après, il y a des choses qui sont très particulières. Donc, j'ai essayé d'envoyer la documentation au fur et à mesure, mais il y a des choses où on ne peut pas répondre. C'est des cas qui sont tellement particuliers qu'il faut vraiment que vous allez regarder la documentation. Voilà, il y a eu beaucoup de questions qui se sont répétées sur tout ce qui est les comptes à l'étranger. Alors, allez regarder dans la partie résolue, j'ai essayé de mettre un maximum soit de réponses, soit de documentation pour que vous puissiez vous y référer. Et effectivement, là, d'un seul coup, il y a eu un afflux. J'avoue que je n'ai pas réussi à tenir, mais je pense que j'ai répondu déjà à pas mal de questions. Tout ce qui est de toute façon les comptes à l'étranger, je pense qu'il faut vraiment aller dans la documentation parce que chaque cas va être un petit peu particulier. Donc, on ne peut pas répondre à tout. Ouais, ouais. Là, il faudra qu'on voit, qu'on creuse, ça permettra de progresser. Bon, il y a des choses où on a la réponse. L'histoire des 147 euros, c'est par mètre carré, c'est-à-dire que si vous louez 30 mètres carrés, c'est 30 mètres fois 147 euros, ça vous donne le loyer annuel. Voilà, il y a une question sur la Puma, donc ça, c'est pas mal ça aussi, la Puma. On va regarder, ça fait des bons nonos à ronger, mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas penser qu'on est des sachants, qu'on est extraordinaires, on est expert comptable comme vous. On va chercher dans la documentation, des confrontés à des cas de figure, on gratte et puis après on essaye de se souvenir et éviter de se faire pincer dans le futur. Donc, il ne faut pas avoir peur de la documentation. Je remercie vous avez trouvé la notice pour la 2042, donc c'est 20 815 et pas les 20 511. Donc, l'éditeur, enfin, la doc n'était pas tout à fait à jour, mais ça, c'est pas grave. Donc on va voir, on va faire comme on a déjà fait par le passé, Mélanie, on va compléter le PowerPoint en répondant aux questions. Voilà, on va essayer de faire ça. Et donc, hop, le dernier slide. Hop, non, ça n'a pas passé. Voilà, donc pour vous inviter à vous inscrire, on va changer la communication, elle est déjà passée. Mais donc pour l'IFI, ça sera le jeudi 2 mai, 13h30, 14h15, où on va mixer nos cafés patrimoniaux et cafés fiscaux, où on va traiter, alors c'est pas moi, on va traiter de la partie fiscale de l'IFI et après effectivement de la partie patrimoniale avec ce qui peut être fait pour réduire effectivement l'IFI et les investissements qui peuvent être réalisés.
Pardon. Bon, c'est tout bon. Alors, je vous souhaite. Non, non. Alors, pensez pour ceux qui n'êtes pas encore adhérents d'ECF, à adhérer à ECF. On est hyper sympathique, dynamique, on s'éclate. C'est une bonne ambiance. À faire adhérer autour de vous, à aller sur la page du site internet d'ECF pour voir les événements qu'on peut organiser, que ce soit patrimonial dans les Pouilles ou le campus Est. Je vais faire un peu de retard pour notre campus Est à Gérardmer au mois de juin, début juin. Et n'hésitez Et pas n'oublie pas le effectivement. social en juillet à Arcachon. Ah oui, le social aussi à Arcachon au mois de juillet. Merci Mélanie, comme ça vous aurez le bonheur de voir Mélanie, notre juriste en matière sociale. Donc tous les événements de participer, d'adhérer et de parler en bien de CF. Excellent, bah, merci Voilà. beaucoup. Merci à tous les deux. Faire noter les questions, donc on complétera le support. On fera ça au plus vite, mais normalement, soit dans la newsletter, normalement dans la newsletter de cette semaine et sur notre site internet par la suite. Merci beaucoup Nathalie et Emmanuel et on se retrouve très vite. Au Ça plaisir. marche. Merci. À bientôt. Au revoir à tous et bonne fin de période fiscale. Merci.